et la recomposition de 3 anciennes circonscriptions qui n'en fait plus qu'une. La deuxième, c'est qu'elle appartient à un territoire de 72 communes qui sont des entités situées sur le comté de Nice, sur la Provence, avec des enjeux de territoire différents et où il y a la nécessité de travailler ce nouvel axe de communication auquel nous ne sommes pas habitués aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième handicap que je touche du doigt, que nous touchons du doigt tous les jours, c'est que nous n'avons pas les réseaux politiques en route, même si je veux remercier ici Daniel, la formidable suppléante de Jean-Marc Delia, avec son mari qui est élu au Tigné, avec Hubert d'être à notre disposition avec tous les adjoints, conseillers, qui au niveau de Saint-Vallier, au niveau de ce canton de Saint-Vallier-de-Thiers, nous ont toujours apporté un soutien, sans parler des historiques qui appartiennent au feu RPR et qui nous soutiennent depuis l'origine, là aussi. Ça n'a pas été simple. Et on le voit dans la communication qui est la nôtre aujourd'hui, sur l'information que l'on adresse aux gens. Il y a des manques, il y a des trous. Alors dans toutes les campagnes, vous savez, je crois que j'en suis à ma 5e campagne législative, une campagne sénatoriale, 2 campagnes régionales. Je ne vous parle pas des campagnes municipales. Dans chaque campagne, il y a, Hubert, tu le sais bien, des difficultés de communication. Il y a des difficultés de mise en œuvre. Et ici, je veux remercier Christian Zédé, qui n'est pas là, mais qui doit être à l'écoute s'il est là-bas, avec tous ceux qui, autour de lui, se sont mobilisés pour nous permettre à la fois de vous informer, de vous inviter, de vous solliciter pour qu'on puisse gagner et faire gagner les idées que nous défendons et que sont les nôtres. Merci à toutes celles et tous ceux qui viennent de loin. Je vois ici nos amis marquis qui représentent cette communauté qui est chère à mon cœur et tout à l'heure, quand je vous parlerai du droit de vote aux étrangers, quand je vous parlerai des communautarismes religieux, je pense que le droit de vote fait partie de ce qu'il faut éviter. Donc merci à toutes et à tous de cette mobilisation dans ce dernier jour de campagne. Je vous le dis parce que là aussi, on nous dit, mais vous faites des réunions le dernier jour, c'est interdit. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de tracter, de diffuser de la documentation. Le tout s'arrête à samedi 0 heure. Et le samedi 0 heure, c'est bien sûr le vendredi 24 heures. Hein, la France, elle est là. Donc à partir du samedi 0 heure, on ne dit plus rien sauf qu'on peut parler. Voilà. Donc il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de tract, il n'y a pas de... Mais on peut continuer à parler jusqu'au samedi soir. Voilà. Après, la campagne est définitivement close et on passe au vote. Merci de cette mobilisation qui me permet, une fois de plus, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez entendu les multiples discours, donc je ne reviendrai pas sur la complexité territoriale de cette circonscription, sur les 10 cantons qui la composent, sur sa diversité qui est un handicap. Simplement, sur les derniers éléments de campagne qui vraiment sont pour moi importants parce que au plus on avance dans le vécu du gouvernement Ayrault et de l'exercice du président de la République en place, de l'exercice de cette fonction, au plus je me dis qu'il y a de vraies difficultés pour la France à l'avenir. Au plus je me dis que les idées que sont les nôtres ne seront pas défendues. Et au plus je me dis que nous nous retrouvons, comme en 1981, à assumer un laxisme qui se met en route et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes, dans la situation où il y a des dérives morales, où il y a des dérives sur le plan de l'éducation et il n'y a plus le respect de rien. Tout à l'heure, avec Saint-Vallier, à Téménade, je n'ai pas parlé de l'éducation. Mais l'éducation fait partie de la base de ce que nous devons savoir pour construire la société. Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain qui seront aux commandes
chez les pompiers, avec un ami là aussi, Alain Leflon, qui est présent partout, qui sont en commande à la gendarmerie, qui sont en commande aux postes qui permettent à la société de tenir. Et les enfants d'aujourd'hui sont instruits par des gens qui eux-mêmes n'ont pas forcément reçu la formation pédagogique pour ce faire. La réforme de l'éducation que l'on voit engagée par M. Payon, je n'en ai pas parlé, mais elle, pour moi, elle est désastreuse. Elle rentre à nouveau dans ce concept post-68 heures qui nous a fait si tant de mal, qui nous a construit une idéologie où, au prétexte de ne pas briser les enfants, de ne pas les déstructurer, il ne faut plus les classer, il ne faut plus les noter, il ne faut plus rien dire, surtout parce que le soir ils vont rentrer à la maison complètement détruits et on aura bien du mal à les remettre d'aplomb. Attendez, arrêtons avec ces valeurs-là, arrêtons. Les générations qui ont été formées avec des coups de pied au derrière, comme on dit, ça a donné de bons résultats. Les générations qui ont été formées chez les curés, y compris chez les curés, qui avaient des méthodes et des règles. Moi, quand j'étais gamin, mon père me disait, je continue comme ça, je vais t'envoyer chez les maristes. Les maristes, c'était pour nous la pire des punitions, les maristes à Toulon. Bon, mais là, aujourd'hui, je pense que même les maristes, c'est devenu du lait. Hein, voilà. Donc, franchement, on a, ces dernières années, laissé filer notre système d'instruction. Alors, je parle d'éducation nationale, mais quand je dis éducation nationale, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'instruction qui est donnée par l'éducation nationale, et là, il faut qu'on ait des maîtres mieux formés, et je reprends toujours cette base. Ce sont les maîtres qui étaient formés par l'école normale, qui ont permis de donner de vrais résultats. Voilà des gens qui avaient reçu de l'instruction, voilà des gens qui avaient reçu l'art de la pédagogie et de transmettre le savoir aux enfants. C'est bien d'être instruit soi-même, c'est formidable, mais c'est pas donner à tout le monde que d'avoir la technique de transmission du savoir. Donc il faut qu'on arrive à retrouver ces filières-là, et sincèrement, Luc Châtel, que je connais bien, avec lequel Michel Tabarot d'ailleurs, qui était votre député ici et qui est toujours député jusqu'à demain soir, a beaucoup travaillé en tant que membre de la commission de culture, et elle est arrivée à faire un travail formidable. Luc Châtel avait mis sur les rails un certain nombre de directions pour aller dans ce sens, et une formation qualifiante des maîtres, et en même temps pour nous retrouver avec, c'est l'instruction civique, c'est la morale, tous ces éléments-là qui sont rappelés par vous toutes et vous tous. Moi, on ne cesse de me dire, il faut revenir à la leçon de morale du matin. Il faut revenir à la leçon, à la note d'instruction civique. Ça prenait 2 secondes. Ça prenait 2 secondes. Hein. Mais en 2 secondes, on passait sur une maxime du jour, on passait sur le rôle de ce qu'ont les élus. Et expliquez-moi qui aujourd'hui sait exactement ce que fait un maire, ce que fait un conseiller général, ce que fait un député. Hein, on mélange tout, y compris les élus eux-mêmes qui se mélangent les pédales en considérant que quelquefois ils font campagne, et malheureusement on a un candidat concurrent aujourd'hui, M. Aschieri, qui se mélange complètement les pédales. Pourtant il a été instituteur, il sait parfaitement les choses. Donc lui, c'est peut-être une autre technique qu'il utilise, c'est la technique du brouillage, pour permettre de brouiller les pistes et de faire passer ces messages à lui. On prend très bien. Vous auriez faire c'est une bonne technique, Jean-Marc, c'est une technique éprouvée là aussi. Quand on arrive en retard, on se fait remarquer, on est applaudi. C'est ça les vedettes. C'est ça les vedettes. Donc, je dis là-dessus que il est important
d'avoir ces notions et de les développer. Et quand je vois M. Payon dire, allez, les évaluations qui ont été mises en place par mon prédécesseur, je ne veux plus en entendre parler. Donc les évaluations de fin d'année qui devraient être faites actuellement dans les écoles, elles ne sont pas faites. Et pourtant, combien de professeurs des collèges nous disent, quand on voit arriver les enfants du primaire, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, ils ne savent pas parler, ils savent parfaitement faire des SMS. Et des SMS, alors d'habitude je prends toujours ma fille à témoin, mais là je ne vais pas le faire parce qu'elle est là. Elle le sait, puisque quand elle m'envoie des SMS avec l'art abstrait de la rédaction, elle, tu sais quoi? C-K-O, c'est quoi? Je lui réponds en SMS en lui disant, pas compris. Bon, mais c'est un peu la caricature quand je dis ça, mais c'est la réalité des choses. On finit par savoir, avoir des générations qui savent parfaitement utiliser les ordinateurs, qui font des mails, qui vont sur Internet, mais qui ne connaissent plus les bases. Ils savent compter avec la calculette. Ils savent écrire avec le correcteur d'orthographe de l'ordinateur, et ils savent parler parce que la culture de la langue leur est acquise, mais là aussi, pas partout. Et quelquefois, la langue dérive. Et de toutes les façons, quand derrière, on n'a pas la base avec soi, la sémantique n'y est pas. Donc le contenu des mots et le sens des mots n'y est pas. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des générations qui arrivent demain, qui utilisent des mots, mais les mots n'ont pas le même sens pour des gens qui échangent là-dessus. On finit par ne plus arriver à se comprendre. Allez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez l'importance pour moi de l'éducation nationale, qui est un moment, un sens profond. Et je vois toutes ces dérives, dérivées. Alors je vais reprendre derrière, je vais demander à Jean-Marc de nous dire 2 mots d'accueil. Merci Charles. Moi j'ai quelque chose, j'ai pas mal de choses à dire, effectivement. Alors déjà d'excuser Yvon Michel qui vient de m'appeler, l'Amira qui voulait passer, qui n'a pas pu passer, qui m'a demandé de l'excuser. Ensuite j'attendais effectivement cette réunion publique aujourd'hui de manière assez importante. On n'est pas, j'allais dire, dans un congrès UMP. Et pour moi il était important de rappeler pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'il y a eu des élections assez récentes, sur lesquelles j'ai eu le soutien de la population, pas de parti, puisque j'étais sans étiquette. Et il y a un combat, effectivement, politique qui se passe, une campagne. Après, moi je fonctionne avec des histoires de femmes et d'hommes. Je fonctionne comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Charles Ginési et surtout Daniel Tubiana aussi, je dis surtout parce que j'ai pas mal de remerciements à effectuer. C'est vrai que la suppléante est quelque chose de primordial, et j'en sais quelque chose. En soulignant donc la suppléante, Daniel qui est toujours à mes côtés, et c'est vrai que la suppléante, on fonctionne pas pareil lorsqu'on a une suppléante un vrai partenariat dans lequel on se complète. Donc ce que je voulais dire, c'est que moi je connu Charange à travers des dossiers. Donc il y a une campagne électorale, c'est une chose. Moi je respecte les gens qui sont dans une équipe, dans un parti. Bon, c'est comme ça, c'est la vie politique française qui est faite comme ça. En dehors de ça, quand je dis souvent, c'est ce que je disais, lorsqu'on fait certains combats politiques, on fait beaucoup de gestion communale. Et j'en sais quelque chose en tant que maire d'une commune comme celle-ci, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard, il y avait un baptême civil et c'est important pour la population lorsqu'on fait ces cérémonies. Donc je ne pouvais pas je savais que c'est quelque chose que vous compreniez sans aucun problème, sans aucun souci. Et lorsque j'ai fait passer n'importe quel dossier, j'ai toujours eu un retour, en dehors de tout aspect politique, du personnage public et politique qui respecte le choix des électeurs, en m'ayant accueilli au Conseil général comme tu l'as fait. Tu n'étais pas obligé. Je me suis senti un peu seul, c'est vrai, quand je suis arrivé, parce que c'était un combat dur. C'est toujours comme ça en politique. Mais après, il faut travailler. Et pour travailler, j'ai eu une main tendue.
qui m'a aidé dans les coursives du Conseil général en tant que premier vice-président à présenter les premiers dossiers. Et en présentant ces premiers dossiers en une année, ce que nous avions obtenu en subvention au niveau du Conseil général en 2010, qui était à hauteur de 2 150 000 €, nous sommes passés en 2011, grâce à ton soutien et du soutien donc au Conseil général et au président Ricciotti, à 2 700 000 €. Donc c'est quand même important que tu as soutenu. C'est des 800 000 € de subventions pour la régie des eaux à Bénade qui ont été soutenues. C'est 100 000 € de trottoirs qui vont être faits au virage de la cantine à Péminade que tu as soutenu. C'est des subventions pour le clubhouse de Cabris que tu as soutenu à mes côtés. Et de nombreux dossiers, je ne vais pas tous les citer, mais c'est quand même très important, qui ont été complètement soutenus parce qu'il y a eu un respect du choix républicain. Et à partir de là, j'ai pu vraiment m'appuyer sur toi. Pas plus tard que tout à l'heure où j'ai ouvert le courrier et j'ai vu que tu avais tout de suite répondu à une sollicitation concernant le site Le Calme qui se trouve, et je sais que Daniel Tubiana le soutient aussi. Donc voilà, en dehors de l'aspect politique, il y a l'homme qui fait son travail. En tout cas, moi je ne peux pas m'en faire, bien le contraire. Et ça, on peut l'applaudir pour ça. En fait, hein, c'est de faire avancer tout ça. Après, je voulais souligner le travail de Daniel. Alors c'est vraiment, voilà, je voulais le dire publiquement, parce que je n'ai pas encore fait le courrier officiel, mais je le ferai. On a des projets sur la commune, notamment un projet de salle polyvalente, de médiathèque, ce qu'on appelle communément un pôle culturel, parce que nous avons regroupé plusieurs projets. Et on était dans l'impasse au niveau de la région, puisque on demandait des subventions au niveau de la région, donc on a fait le courrier officiel en adressant notre dossier au président de région, et ça a été très compliqué. On s'est retrouvé dans des arcanes difficiles, on a écrit à d'autres conseillers régionaux, et j'ai croisé Daniel, que je croise aussi pour des dossiers qui sont très importants pour notre canton, notamment pour la sortie de Péménade, sur lesquels nous avons bien avancé grâce au soutien de Daniel Tubiana. Et au passage, on avait une réunion juste pour ce sujet-là, et je lui ai dit, écoute Daniel, je suis embêté, j'ai envoyé un dossier au président de la région, et ça s'enlise. En 15 jours, eh ben, la situation s'est réglée. On s'était aperçu que tu nous l'as dit, que c'était le dossier qui était dans une mauvaise commission, on a repris l'ensemble du dossier, et le dossier est passé. Donc on ne parle pas d'un petit dossier, puisqu'on parle d'un dossier où nous avions obtenu une subvention de 70 000 €, et grâce à l'intervention de Daniel Tubiana, nous avons reçu une subvention de 347 000 €. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que j'ai déjà reçu les courriers du président, Modèle, de l'ensemble des autres vice-présidents, mais pas de celle qui a fait le boulot. Et c'est souvent comme ça. Donc je tenais à le dire publiquement, parce que je pense qu'aussi, on peut avoir toutes les opinions politiques qu'on souhaite, mais moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est le résultat, c'est des femmes et des hommes de terrain qui ont notre souci, qui connaissent nos particularités aussi de terrain, et ça je le sais qu'au niveau de ce territoire, de cette circonscription qui est énorme, tu connais bien ces problèmes. Voilà, c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui, je voulais faire cet accueil, qui est un accueil républicain, d'accueillir les candidats, mais je voulais vous remercier pour le travail que vous avez fait, en tout cas pour notre territoire, parce que vous êtes des acteurs de notre territoire, en tout cas, merci, et bravo en tout cas pour ce que vous faites. Je souhaite bonne chance à l'ensemble des candidats, ce qui est tout à fait normal en ma qualité d'élu de ce territoire. Mais en tout cas, écoutez, bon vent. Merci encore. Pour ces propos de reconnaissance par rapport au travail engagé, qui dans tous les cas de figure sont des mots et des propos qui me touchent, qui touchent la mienne très certainement, par rapport à l'efficacité, parce qu'il n'y a de bonne politique que celle qui convient aux hommes. Hein? Et il n'y a de vraie politique que celle faite par les hommes pour les hommes. On n'est pas là pour faire des combats d'idées pour les idées. Les idées ne servent que si elles servent aux hommes. Les idées ne servent que si derrière elles se concrétisent par une amélioration du confort de vie, par une amélioration du traitement de la famille, par une amélioration de la qualité de vie, tout simplement.
Et c'est ce que nous recherchons dans un objectif, comme on dit aujourd'hui, de développement durable. Et il n'y a pas là-dessus d'initiative qui puisse souffrir qu'on ne s'en occupe pas. Toutes les idées peuvent être bonnes, toutes les idées peuvent être, tous les projets peuvent être intéressants. De toutes les façons, là aussi, les projets ne sont bons et intéressants que s'ils sont soutenus et suivis et gérés par les hommes qui les font. J'ai vu des projets arriver et aboutir sur la table du Conseil général, s'adapter parfaitement à une commune et être totalement inopérant pour le même type de projet sur une autre commune, tout simplement parce que les acteurs locaux n'y sont pas. Là aussi, vous pouvez aider et multiplier les projets, les soutenir financièrement, si l'action locale n'est pas portée, et là, l'action de terrain est fondamentale. Alors, quand Jean-Marc dit que je l'aide tout simplement parce que il est, lui, un acteur de terrain. Il s'est fait élire, alors que, je le rappelais dans une réunion il y a peu de temps, je ne l'ai pas soutenu parce que ma famille politique avait investi dans l'ancien conseiller général et que la logique politique veut que nous nous soutenions comme ça. Mais dès qu'il a été élu, il a été bien sûr le bienvenu au conseil général. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble dans l'intérêt de la population, des populations de Saint-Vallier. Et je dirais qu'il en est bien ainsi, et en soulignant Daniel Le Métayer qui est sa suppléante, il forme un vrai bon tandem, et puis il a une bonne équipe également. Je crois que les choses qui vont se faire sur Saint-Vallier, sur le canton de Saint-Vallier, je n'oublie pas non plus quand tu m'as sollicité pour la pharmacie d'Escragnol, donc là aussi, ce sont des actions de terrain, et on voit qu'on est toujours en relais. Non seulement il y a le financement qui est rendu nécessaire pour réaliser l'opération et le soutien de la région, et vous voyez que même dans l'opposition, on peut faire de belles choses, puisque Daniel est dans l'opposition, même si c'est pas toujours reconnu. L'opposition derrière fait son boulot et son job et que les dossiers avancent. C'est mieux d'être dans la majorité. Bien évidemment, au Conseil général, quand Jean-Marc soutient un dossier qui va avoir Eric Ciotti ou que derrière il a des amis qui comme moi le soutiennent, tout va mieux. Mais on n'a pas toujours cette chance. Et le cas de l'Assemblée nationale me préoccupe au plus haut point. Je vous le dis. Je pense que les sondages qui nous sont donnés resserrent un peu quand même les résultats. On se rapproche d'un équilibre, mais on en est encore aujourd'hui loin. De là à dire que les sondages c'est la panacée universelle, je ne suis pas certain de la chose. Il y a quelques fois où ils ont raison et il y a des fois où ils ont tort. Donc essayons de leur donner tort et faisons en sorte que les députés qui seront élus au soir du 17 juin permettent d'apporter un équilibre à la France avec une opposition que je souhaite, pour ma part, constructive. Mais une opposition quand même. Je le disais tout à l'heure à Saint-Vallier, à Péménade, opposition de forme. De forme à un président de la République qui fait sa com sur un président normal, qui fait de communication, qui se fait mousser aujourd'hui sur des événements qui masquent la réalité, sur une communication où il tape sur l'ancien président et il dit « moi, je suis un président normal ». Mais c'est quoi un président normal? Pour moi, il n'y a de président que de vrais présidents. Il faut être président, et un président, il doit présider. On n'a pas choisi un homme. Alors peut-être que Nicolas Sarkozy a été un peu loin dans cet excès de responsabilité, puisqu'il a dit « moi, les Français ne m'ont pas élu pour que je n'assume pas mes responsabilités ». Souvenez-vous, ça a été son leitmotiv pendant 5 ans. Donc, le fait, c'est qu'il a payé le prix cher. Il a payé le prix fort, parce qu'il a tout assumé, il a la responsabilité de tout, il a fait les choses rapidement, mais derrière, on lui a fait peut-être porter cette responsabilité de voir des mutations trop rapides, et on lui a fait porter la responsabilité des dossiers en échec directement sur sa personne, alors que les institutions de la République ont été conçues pour que le président préside, donne les grandes orientations, et que le Premier ministre gouverne. Il n'a pas utilisé cela. Je pense personnellement
qu'il a eu tort et il en a payé le prix. Mais il l'a fait et il nous l'a répété. Moi, j'étais parlementaire et invité à l'Élysée sur des réunions où les gens lui disaient, certaines de ses proches lui disaient, mais attendez, Président, il faudrait peut-être que sur ce texte-là, vous ne soyez pas en première ligne. Et là, il disait, non, je suis celui qui préside et je suis celui qui veut assumer rapidement les changements de loi parce que j'en porte la responsabilité, que je sens la nécessité d'une urgence, il faut aller vite. M. Hollande, dont je respecte, je le redis, qu'il a été élu démocratiquement, donc c'est notre président, mais derrière, quand il se fait attraper avec sa caravane à 170 km/h sur l'autoroute, ça ne convient pas. Quand il se fait attraper avec une femme qui est sa première maîtresse de France et qui n'est pas sa légitime, ça ne me convient pas non plus. Quand M. Hollande se retrouve dans des situations où face aux médias, en définitive, il décrédibilise sa fonction parce que c'est celui qui va s'acheter son paquet de cigarettes dans la rue, bon, non, moi j'attends d'un président de la République que ce soit un homme qui ait la stature, la responsabilité, porte les responsabilités de la France et qu'il discute à haut niveau, il a les grands enjeux entre les mains, j'en ai rien à faire qu'il aille s'acheter son paquet de cigarettes et qu'il soit comme monsieur tout le monde. J'attends pas du président de la République qu'il soit comme monsieur tout le monde. J'attends du président de la République qu'il sache comment les Français vivent, ça c'est différent. Qu'il ne perde pas contact avec cette réalité des choses, mais en même temps qu'il sache s'élever, parce que c'est son rôle, à un haut niveau pour pouvoir prendre les grandes décisions et les grandes orientations. Il doit discuter en milliards d'euros, en centaines de milliards d'euros, en milliers de milliards d'euros. Ce sont des sommes qui, personnellement, moi, me dépassent. Ce sont des sommes, et c'est cette maîtrise-là des choses qu'il doit avoir parce qu'il gère la France dans l'équilibre mondial. Alors, toutes ces histoires, ça me laisse froid et perpendiculaire au sol. Je souhaite qu'il prenne de la hauteur et qu'il rentre dans les habits de président et que ce soit un président normal, certes, mais c'est pas un citoyen normal. La normalité, là-dessus, elle verra. Et puis, derrière, les abus et les excès dénoncés ici et là, il en fera les frais comme tous ses prédécesseurs. Mais surtout, les orientations qu'il a données à la France ne me conviennent pas. Le déficit public qu'il organise chaque jour un peu plus, que ce soit avec le dossier des retraites, où il nous ramène les retraites à 60 ans, je dis que c'est pas parfait, parce qu'il tient pas il a fait une promesse qu'il ne tiendra pas. Mais le peu qu'il tient, ça va nous coûter cher. Moi, j'attends aujourd'hui qu'il m'explique comment, à partir de 2017-2018, le système de retraite par répartition permettra de payer les retraites aux retraités de France. Et jusqu'à quand? Et pendant combien de temps? J'attends qu'il m'explique de savoir comment il va payer ses fonctionnaires et ce à quoi vont servir ces fonctionnaires. Parce que si c'est pour faire des statistiques, des sondages, mettre ça dans des cartons, dans des boîtes d'archives, que personne ne lit, les retrouver en définitive au sous-sol de nos mairies ou de nos bâtiments publics, ça sert à rien. Moi je veux des fonctionnaires qui soient en face des citoyens, je veux des gendarmes dans la rue, face aux citoyens pour tenir la sécurité, je veux des enseignants face aux élèves et pas dans les rectorats ni dans les inspections d'académie, je veux des médecins publics, je veux des infirmiers face aux malades et en nombre suffisant, mais pas remplir la fonction publique avec des gens qui sont là pour faire de l'administration. On en a beaucoup trop de cela, et ceux qui sont sur le terrain ploient sous la charge. La réforme des 32 heures n'est pas une bonne chose. Bon. Une fois que j'ai dit ça, il y a le plan de la sécurité qui ne convient pas non plus. L'axe sécuritaire est un axe qu'on démobilise totalement. Le ministre de la Justice, Mme Taubira, revoit et réforme les tribunaux correctionnels pour enfants mineurs récidivistes. On ne sait pas ce qu'on va faire de ces gens-là. Nos policiers vont être obligés de donner un récépissé à ceux qui vont contrôler dans la rue. Ça, c'est dans les tuyaux. On va donner le droit de vote aux étrangers. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Pour moi, c'est le problème de la naissance d'un nouveau communautarisme
qui va derrière provoquer certains étrangers qui se mettront en devoir de coloniser telle ou telle commune, telle ou telle collectivité, et qui prendront la main là-dessus. Alors on n'est plus sur un communautarisme religieux, on rentre sur un communautarisme de nationalité étrangère. On ne peut pas vendre la France. La France, elle a déjà assez été vendue en achetant par des étrangers qui ont acheté des vignobles, qui ont acheté nos grands châteaux, qui ont acheté nos grandes industries. On n'a pas le droit de laisser ces choses-là dériver. Et puis, je pense que la sécurité, au plan général, a besoin vraiment d'être renforcée avec les gens sur le terrain. On disait tout à l'heure en rentrant avec Daniel qui m'indiquait que sur le discours de la santé, on ne les a pas beaucoup entendus. Et qu'on attend aujourd'hui que la santé soit améliorée. Que M. Astieri, quand il vient dans ses réunions publiques, il n'en dit pas un mot. Si, il nous parle du cannabis. Alors là, il est champion du monde, parce que Mme Duflot parle du cannabis. Et qu'il ne sait pas trop s'il va être pour, s'il va être contre. Un coup, il dit qu'il va respecter les engagements de M. Hollande et de son gouvernement. Et un coup, il dit que, parce que les médias annoncent 70% des Français contre, là il hésite à y aller. Donc il va plus parce qu'il dit je vais me faire sanctionner. Mais il rajoute là-dessus, allez, la drogue c'est comme le vin, c'est comme l'alcool. Oui, on a un problème avec le vin, avec l'alcool qu'on est en train de régler, qu'on essaie de régler, sans pour autant tuer les traditions et le système viticole. Donc ne remettons pas une drogue en liberté, utilisable et utilisée partout, surtout que, comme certains d'entre vous l'ont dit, c'est déjà le cas. Je me suis battu, moi, au collège depuis les Seignets, pendant des années avec la directrice du collège, parce que la drogue circulait en vente libre, enfin en vente libre. Je ne sais même pas si c'était vendu, parce qu'à un moment donné, c'est du trafic qui fait que nos gosses se sont appâtés par ce genre de truc pour finir dans un processus d'escalade qui fait qu'à un moment donné, oui, ils ont besoin de passer et de s'approvisionner véritablement pour pouvoir satisfaire leur addiction. Mais on ne peut pas comparer ça avec le vignoble, avec le vin, avec les traditions. Je crois qu'il faut cesser d'être laxiste et il ne faut pas rentrer dans cette période de post-1980 qui nous a fait nous dégrader sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la rigueur. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense que le rôle du parlementaire a une action, peut-être une action fondamentale. Une action fondamentale sur la rédaction des lois. Quand le gouvernement va remettre en cause tout ce que je viens de vous dire, il faut qu'il y ait des députés qui puissent ne pas se laisser aller à voter cela. Ne pas se laisser aller à la diminution du budget qui va étouffer et asphyxier le Conseil général. Je te réjouissais tout à l'heure d'avoir eu des finances du Conseil général. Il est bien évident que si derrière l'État continue, ça a été déjà le cas ces dernières années, et d'ailleurs de droite comme de gauche, à transférer les charges sur nos collectivités territoriales sans leur en donner les moyens, il est bien évident que c'est la raréfaction des subventions qui vont se faire. Et à partir de ce moment-là, c'est la dynamique de terrain qui va perdre de l'intérêt et on va se retrouver dans une situation difficile où même le Conseil général ne sera plus un acteur de terrain important. La région l'est déjà un peu moins. Le Conseil général est resté un acteur de terrain, mais il y a là des choses que nous ne devons pas accepter sur le plan de la dérive et de la démagogie. Voilà un peu ce que je suis venu vous dire. Et le candidat, le concurrent le plus dangereux pour nous, aujourd'hui, c'est M. Astieri. Et chez nous, ceux qui vont apporter leur vote, parce qu'ils ont été insatisfaits de la période passée, parce qu'ils ont été poussés par les médias. Les médias ont joué un rôle
particulièrement actif dans l'échec de M. Sarkozy. Et il continue aujourd'hui à alimenter cette satisfaction et à saper le moral des Français. Alors c'est vrai que l'économie n'est pas bonne. C'est vrai que la crise économique est là. C'est vrai que personne ne l'a reconnu avant. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une vraie difficulté, mais il ne faut pas pour autant baisser les bras. Et les médias continuent à nous taper là-dessus, à inquiéter les gens, à dire que les choses ne vont pas bien, et par de la même, de rejeter une partie d'entre nous dans les bras du Front National. Mais je vous le dis, hein, là aussi j'ai été alerté par un de ces adjoints qui me dit tout à l'heure, mais vous avez parlé tout à l'heure à Péménane de ce rôle que peut jouer l'opposition, notamment le parti majoritaire de Mme Le Pen. Je suis désolé, mais Mme Le Pen n'a pas fait preuve dans les gestions qui ont pu être les gestions du Front National dans le passé, que ce soit à Vitrolles, que ce soit à Orange, d'un résultat probant sur ce sujet-là. Toulon, ils n'ont pas été bons. Alors, la problématique telle qu'ils l'annoncent, on voit bien qu'ils partagent nos préoccupations. Mais ils sont beaucoup plus radicaux que nous, par méconnaissance du sujet. Ils proposent des solutions radicales sorties de leur contexte et ils ne savent pas comment y arriver et par quels moyens ils vont y arriver. Nous, on propose des moyens qui sont peut-être plus longs et plus constructifs. On est pris dans des difficultés, notamment avec la gauche ou le centre-gauche. C'est quand même bien le centre-gauche qui nous a perdus. C'est quand même bien M. Bayrou qui a fait voter pour M. Hollande. Si M. Bayrou n'avait pas fait voter pour M. Hollande, aujourd'hui, nous ne serions pas dans la difficulté dans laquelle nous sommes. Et ce sont dans ces contradictions-là que nous nous retrouvons à essayer de faire plaisir à cette partie de l'électorat qui ne viendra jamais chez nous et qui nous empêche en fait de mettre en pratique les bonnes pratiques qui nous permettraient d'aller un peu plus vite. Alors le Front National, il va dessus rouler sur une velours en disant mais ils ne font pas ce qu'ils disent, ils n'obtiennent pas les bons résultats, faites-nous confiance, nous on va les obtenir. Mais je peux vous dire qu'ils ne les obtiendront pas parce que les méthodes, ils ne les ont pas et ils en ont fait la preuve dans les gestions qui ont été des leurs. Alors, si je vous dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas dans la salle de gens concernés par ce vote-là. J'en suis convaincu. Mais vous avez tous un rôle à jouer auprès de ceux que vous connaissez et qui, eux, peuvent se porter sur le Front National qui, aujourd'hui, est pour nous le seul danger, le vrai danger. Oui, le vrai danger dans l'absolu, c'est M. Askeri, qui est un vrai démagogue, qui vient vous parler des gaz de schiste, qui vient vous parler de l'intercommunalité, mais qui n'est pas un problème. Tu as raison, quand ça t'est venu, je t'ai entendu dire, Jean-Marc, l'intercommunalité, personne ne l'en voulait. Personne. Vous l'avez fait, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, tout le monde veut que l'intercommunalité qui a été construite avec peur continue et aille au-delà de ce qui avait été même initialement prévu. Et vous avez peur de construire quelque chose d'un peu plus grand. Et alors, essayons. Et puis, ceux qui vous disent ça, ce sont ceux qui ont prêché pour une intercommunalité qui ne va pas pu se construire le moment venu, notamment, je pense, surtout votre secteur, Hubert, que vous étiez demandeur de rejoindre une intercommunalité plus grande, et M. Askeri, ce jour-là, il disait non. Et aujourd'hui, il vient nous expliquer qu'il ne relève pas du rôle de député. Le député n'est pas dans cet axe-là. Le député n'est pas là. Oui, il est là pour faire la loi. La loi qui a permis les regroupements de communautés de communes, qui a permis les regroupements de communes. Parce qu'il faut bien légiférer pour autoriser cela et même inciter. On ne peut pas avoir un pays qui est la France concurrentielle si on ne se regroupe pas pour faire face à la croissance de l'Europe et si on reste avec des institutions archaïques, vieillottes et qui n'apportent pas de solution. Sur les déchets ménagers, s'il n'y avait pas un regroupement, vous êtes regroupé au niveau du CIBADES, il n'y aurait pas de véritable action en profondeur. Ce n'est pas les communes toutes seules qui vont régler le problème des déchets ménagers, c'est pas vrai. Et peut-être que même le CIBADES, il a un rayon d'action trop petit. Et peut-être même que le bon niveau, c'est le bon niveau départemental, voire régional. On voit bien que le centre de la glacière ou du Jardin de Madame n'a pas été des solutions, ne sont pas des solutions pérennes.
Donc il faut aller plus loin dans la discussion sur ces sujets-là, mais ce n'est pas, je vous le dis, si j'en parle aujourd'hui, j'en parle nulle part ailleurs, mais si j'en parle aujourd'hui, j'en parle parce que je sais qu'ici c'est le terrain de jeu de M. Aschieri. Je sais que c'est là où il fait ses réunions, il agite les peurs avec l'intercommunalité, il agite les peurs avec les gaz de schiste, et il n'y a aucune peur à avoir sur ces sujets-là. Il y a tout à construire, il y a tout à bâtir. Il ne faut pas avoir peur de l'intercommunalité, donc qui ne prendra d'ailleurs pas toutes les compétences des maires. Les maires conservent un bon nombre de compétences. Alors, il faut faire de l'avant, il faut savoir faire de l'avant, et il faut savoir contrecarrer les idées de M. Aschieri qui sont des idées laxistes. Et aujourd'hui, il se veut vert. Il se veut vert, Daniel. Il nous a habitués, dans le passé, à être vert PS. Dans un passé récent, hein, c'était ça, son investiture. Et puis, à un moment donné, paf, on a vu tomber le PS. Et puis, depuis, il revendique le soutien de M. Hollande. Il dit, mais moi j'ai un courrier de M. Hollande. Donc je ne sais pas pourquoi il a laissé tomber le PS, pourquoi il se revendique de M. Hollande. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a le soutien de M. Hollande, M. la conception des Alpes-Maritimes, où on s'en retourne pas d'ailleurs. Hein. Moi j'ai bien peur que M. Aschieri finisse par être un deuxième parlementaire sur la 9e, et que nous n'ayons pas de parlementaire si d'aventure il devait être élu. Bon, j'exclus cette possibilité. J'ai plutôt l'impression qu'avec Daniel Tudiana, on fait un bon parcours, que vous nous soutenez bien, que vous nous aidez beaucoup et que nous allons arriver à gagner. Mais le risque de la triangulaire n'est pas éloigné. Je vous demande aujourd'hui, veille du scrutin, de nous aider à éloigner le risque de la triangulaire en convainquant, si vous le pouvez, tous ceux qui vont et qui peuvent aller vers le Front National à ne pas y aller. Donner une foi au Front National, d'abord, c'est nous empêcher de soutenir, et je suis convaincu du fond de notre action, et le Front National ne le pourra pas, mais en même temps, c'est donner une voix au Front National qui peut se retrouver au deuxième tour, et si nous sommes en triangulaire, M. Aschieri se retrouvera peut-être gagnant, parce que notre combat sera difficile. Le deuxième tour, ne nous trompons pas, il faut que vous le disiez, que vous le répétez. S'il y a des gens qui vous disent au premier tour, pour sanction, et puis pour donner un peu de semence, j'apporte la voix au Front National, ils peuvent le faire. Et au deuxième tour, on revient sur le candidat UMP. Ils peuvent le faire. Mais c'est pas comme ça que mécaniquement ça va fonctionner. Au deuxième tour, une partie de l'électorat du front de gauche, donc ceux qui vont voter pour Mme Kataert aujourd'hui, une partie de ces gens-là, qui est donnée par les instituts de sondage entre 15 et 20%, iront sur Aschieri. Non, pas sur Aschieri. Ils iront sur le Front National. Iront sur le Front National. Donc on se retrouve, nous, pris dans un étau où en cas de triangulaire, on est en grosse difficulté. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ce serait dommage, après, 3 ans de travail, une belle campagne, et surtout, le fait de pouvoir nous unir avec les 9 parlementaires de cette circonscription, de ne pas arriver, pour le soir du 17 juin, à gagner cette deuxième circonscription, parce que je vous garantis que si nous arrivons à gagner cette circonscription, on sera à votre service, et grâce à vous, et avec vous, on fera gagner cette deuxième.